Bonjour et bienvenue dans Bonjour Maine, le podcast qui raconte les histoires de notre diaspora et des populations immigrantes ici aux États-Unis et ailleurs. Je suis Eloge Widikaneza. Avant d'entrer dans le sujet du jour, écoutons d'abord notre confrère Pierre Claver Nyonguru avec l'actualité du moment qui a marqué cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité qui a marqué la semaine. Direction au Burundi où une ONG de la société civile ACAT Burundi réclame la libération inconditionnelle de Sandra Muhoza, une journaliste incarcérée depuis plus d'une année, poursuivie notamment pour aversion ethnique et pour des propos tenus dans un groupe WhatsApp. La Cour d'appel de Bujumbura s'est déclarée incompétente pour cette affaire. Pour ACAT Burundi, plus de 3 mois sans aucune base légale, elle devrait être libérée immédiatement. Anita Gateretse est coordinatrice dans ACAT Burundi. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT Burundi, exprime sa vive préoccupation face à l'incarcération injuste de la journaliste Sandra Muhoza, qui est victime de graves irrégularités judiciaires et de poursuites arbitraires depuis une année et 5 mois. En effet, le dossier de Sandra Muhoza est entaché de violations manifestes du Code de procédure pénale burundais, qui garantit normalement à tout justiciable le droit à un procès équitable, à la présomption d'innocence et à une défense effective selon le Code de procédure pénale. Il est à noter que les chefs d'accusation portés contre la journaliste sont dépourvus de tout fondement factuel, reposant sur des allégations montées de toutes pièces, visant à criminaliser son travail journalistique. L'absence de preuves tangibles et la précipitation dans la procédure judiciaire révèlent aussi une instrumentalisation de la justice à des fins de répression. Cette procédure porte atteinte aux libertés fondamentales car sur le plan national, que ce soit la Constitution nationale, elle garantit la liberté d'expression et de presse ainsi que le droit d'informer et d'être informé. Donc, l'incassation de Sandra constitue une violation directe de ces dispositions constitutionnelles. Sur le plan international, le Burundi est lié par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, garantissant une liberté d'expression, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, ainsi que d'autres instruments. Ceci s'inscrit dans un contexte répressif qui est là, qui a été instauré par le pouvoir, ce qui fait que le cas de Sandra s'inscrit dans un climat de verrouillage accru de l'espace civique au Burundi, marqué par la criminalisation du journalisme indépendant et les attaques répétées contre les défenseurs des droits humains. L'ACAT Burundi demande la libération immédiate et inconditionnelle de Sandra Muhoza. L'ACAT Burundi appelle les autorités burundaises à respecter les obligations nationales et internationales en matière de protection des journalistes et de respect du droit à un procès équitable. L'ACAT Burundi exhorte aussi la communauté internationale, les mécanismes régionaux et onusieux à maintenir une vigilance accrue sur le Burundi et à soutenir les journalistes et les défenseurs des droits humains injustement poursuivis. Éducation à présent, l'ONG Parsem s'alarme pour Faustin Ndikumana, président de la Parsem. Sans une réforme profonde du système éducatif, il sera impossible d'atteindre la vision 2040-2060 du gouvernement burundais. L'éducation, il faut la comprendre dans le sens le plus large. Il y a la formation scientifique, mais aussi il y a les valeurs morales. Alors, l'éducation est le premier levier, surtout pour les petits pays qui aspirent à avoir un développement intégral, un développement, un décollage économique. C'est la formation qui nous donne des ingénieurs de qualité, des chercheurs, des médecins, des professeurs de qualité. Mais actuellement, l'état de l'Union Burundi est désastreux. Le niveau des élèves actuellement est dangereusement bas. À tel enseigne qu'on se demande même sur l'avenir de nos enfants. Quel cadre de domaine? Il faut même réfléchir sur l'investissement dans l'éducation. Quelle est sa rentabilité? Quelles sont ses retombées? Parce que le Burundi s'engloutit aussi dans les antivaleurs. On t'a vers ce qu'on appelle une décadence morale. Actuellement, les enseignants, la qualité, la quantité. Certains commencent même à partir à l'étranger. Les sangs en vide, l'équipement scolaire, le matériel didactique, le nombre d'élèves par classe, les pupitres, à l'interne, les matériels, à l'interne, le niveau d'alimentation à l'interne. Il y a les réformes mal étudiées, mal conçues, mal préparées, sans moyens accompagnatoires suffisants, notamment l'école fondamentale, dont vraiment les résultats ne sont pas mitigés. Il faut même réfléchir d'abord à évaluer aussi le lendemain de cette réforme.
l'enseignement n'a plus de valeur. C'est un dignitaire qui remue ciel et terre pour que les enfants n'échouent pas. La politisation de la délibération dans les classes, la nomination dans les institutions, par les administrations, dans les entreprises publiques, l'administration centrale. On est en train de niveler la société par le bas. Le pays s'engage dans une vaste réforme administrative, un nouveau redécoupage administratif, des communes, avec des enjeux beaucoup plus importants par rapport à l'ancienne coupure. Mais on dit la nomination s'est postée dans les zones, le niveau est relégué au second plan. Le traitement des médecins qui partent à l'étranger. Tout cela prouve que nous ne considérons pas la valeur. Un médecin spécialiste est plus important qu'un parlementaire qui ne parvient pas même à lire une loi. Ils identifient la tricherie, la corruption, les élections, l'école, les marchés publics, l'agissement illicite, pas de compétition actuellement, le culte de la médiocrité, promotion par l'incompétence pour manipulation, pour des fins de manipulation politique. Il y a une terminologie maintenant qu'on parle par la kakistocratie, le respect de la loi qui est relégué au second plan, la Constitution demande aux dignitaires de déclarer les biens, les enfants, la pratique n'est pas observée, les intellectuels ne sont pas consultés même quand ils sont nommés dans la prise de décision, le débat contradictoire est relégué au second plan, il suffit qu'on organise des conférences pour débattre scientifiquement s'il en fait, il y a déjà un comportement de bas étage, commence à critiquer, commence à vilipender les autres comme quoi ils sont à la sorte des colonisateurs parce qu'ils n'ont pas d'idée pour venir débattre. Toujours à Bujumbura, la capitale économique, les Congolais sont encore une fois pris pour cible dans des rafles répétées depuis la semaine dernière. Plusieurs Congolais vivant dans différents quartiers de la capitale économique du Burundi sont visés par des rafles menées par la police burundaise. La dernière opération en date faite lundi de cette semaine dans le quartier de Cibitoke a semé la panique qui a provoqué le sentiment d'insécurité au sein de la communauté congolaise. Au Rwanda, après 7 jours au rythme du vélo, le championnat mondial du cyclisme sur route a été clôturé dimanche dernier. Plus de 100 ans après la création de l'Organisation mondiale du cyclisme, c'est la toute première fois que le championnat est organisé en Afrique et le Rwanda se félicite du bilan. Il a réussi son pari, surtout pour la visibilité, avec plus de 300 millions de téléspectateurs en direct. Le prince Albert II de Monaco, pays d'Europe, qui a suivi sur place ce championnat, félicite le Rwanda. Absolument, mais j'ai pu assister un petit peu de la course féminine, de la course élite dames. J'ai pu faire un tour du circuit, du désormais célèbre circuit dans Kigali. Et puis, j'ai pu assister, bien entendu, à la course élite homme de dimanche. Et voilà, avec un formidable succès populaire. Je dois dire que ça a été, je crois que tout le monde, enfin, toutes les personnes à qui j'ai pu parler ont loué d'abord l'organisation, voir le sérieux de l'organisation dans son ensemble. Et j'avais pu, bien sûr, échanger aussi de tout cela avec Madame le ministre des Sports, qui m'a très gentiment aussi accueilli ici. Et voilà, et de voir que le Rwanda est une terre de sport, est un pays qui aime le sport, qui vibre pour le sport, et en particulier le cyclisme, et qui voilà, est prête pour accueillir des grands événements comme ces championnats du monde. Et vraiment, je dois dire que tout le monde a été enchanté par leur expérience ici à Kigali et au Rwanda. D'abord, je pense, c'est ça le président Kagame me l'a confirmé, qu'il y a une vraie volonté non seulement d'encourager la pratique du sport, mais de se servir du sport et de grands événements sportifs comme moyen de promotion de votre pays. Ça, c'est tout à fait remarquable. C'est ce que nous avons aussi essayé de faire à Monaco depuis très longtemps, avec des grands événements que vous connaissez, comme le Grand Prix, l'Open de tennis, le meeting d'athlétisme, le meeting de natation, et la compétition équestre. Donc voilà, donc nous savons que ça c'est important, et puis de faire le lien aussi, et ça on l'a fait depuis longtemps, le lien entre la paix et le sport.
de se servir du sport comme outil, comme moyen aussi de parvenir à une meilleure cohésion sociale, à une meilleure entente, non seulement dans le pays, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est très important. Je n'ai pas besoin de vous souligner l'importance par tous les moyens possibles d'amener nos sociétés à vivre en paix. Kigali, qui a signé aussi un accord de partenariat avec 2 équipes de Los Angeles qui évoluent dans le championnat de NBA, le géant du basket américain. C'est après d'autres équipes européennes de football, notamment Arsenal, Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain. Chej Vallière, il est directeur de communication à l'Office rwandais pour la promotion du développement. On a commencé en 2018 avec Arsenal, ensuite on est allé vers le Paris Saint-Germain en 2019 et cette année on a signé le contrat avec Atlético de Madrid en 2025. Donc chacun de ces partenariats finalement a sa propre audience, son propre marché et nous permet en fait d'atteindre une cible précise. Lorsqu'on est partenaire désormais avec les équipes LA Clippers et LA Rams à Los Angeles, c'est qu'on considère finalement que c'est un autre moyen, comme vous le savez finalement le football européen n'est pas le sport le plus suivi aux États-Unis, donc il faut qu'on passe par des moyens finalement qui ont un attrait pour le people, pour la population et pour les fans et donc le football américain et le basketball sont les 2 sports, selon nous, qui sont les plus attractifs en termes de visibilité, donc d'audience, et potentiellement, finalement, de retour pour le bénéfice du Rwanda. Donc, on va avoir, en fait, un certain nombre de droits ou de visibilité. La première visibilité qu'on a, si on parle des Los Angeles Clippers, en fait, c'est sur le maillot. On est le partenaire exclusif maillot, en fait, avec le patch Visit Rwanda qui apparaîtra sur le bord gauche, en fait, du maillot. Nous avons également la visibilité au sein de Intuit Dome, qui est le stade ou l'aréna des Los Angeles Clippers, plus un certain nombre de visibilités sur les écrans et sur les écrans LED. Et nous aurons également, pour la partie Los Angeles Rams, nous apparaîtrons sur l'Infinity Screen, qui est le plus beau et le plus gigantesque écran dans un stade au monde, avec la visibilité en fait de la marque Visit Rwanda, les différentes vidéos qu'on pourra produire ici à propos du Rwanda et de l'offre touristique disponible, et également la visibilité dans le stade avec pareil les LEDs et des espaces qui seront spécialement dédiés à Visit Rwanda avec le Visit Rwanda Lounge qui peut accueillir jusqu'à 90 personnes chaque match. Jusqu'à aujourd'hui, on était concentré sur le marché européen, même si on avait un bénéfice en fait avec le marché américain, puisqu'on avait des touristes américains et les Américains aujourd'hui sont le principal marché touristique en fait pour le Rwanda en termes de marché étrangers, disons hors continent, hors Afrique. Et aujourd'hui, finalement, on sait que pour augmenter ce nombre, il faut qu'on soit au plus près finalement de notre audience. Donc ça va générer un certain nombre de revenus et comme l'objectif est d'atteindre $1 milliard de revenus en 2029, parler directement à l'audience la plus à même de venir et augmenter le chiffre est une bonne stratégie. Après ça, c'est de poursuivre en fait notre dynamique en fait de développement stratégique sur le terrain et sur les activations, de manière à pouvoir avoir une méthode qui attire davantage de touristes et davantage d'investissements pour que cet investissement d'origine devienne un retour sur investissement intéressant pour le Rwanda. En République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila qui est condamné à mort. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État est condamné en RDC, accusé notamment de crimes de guerre, de trahison ou encore de complot. C'est pour son alliance avec le mouvement rebelle M23 qui combat le gouvernement de Kinshasa. La Cour militaire lui a condamné à une peine de mort et de $30 milliards pour dommages et intérêts. Le banc des accusés est resté vide depuis son marathon judiciaire de plus de 2 mois. Pas d'avocat de la défense pour Kabila, rentré d'exil pour s'installer à Goma, une zone occupée par le mouvement M23. La haute cour militaire a prononcé ce jugement en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. La haute cour militaire relève que les faits tels qu'exposés démontrent que le prévenu Kabila a entretenu des intelligences avec le Rwanda, une puissance étrangère hostile à la République démocratique du Congo, et ses agents, à savoir la coalition Alliance Fleuve Congo M23 qui a eu pour conséquence
le déclenchement des hostilités contre la République démocratique du Congo. Elle note que dans les cas sous examen, la résolution d'agir s'agissant du prévenu Joseph Kabila Kabange a été manifestée par le fait qu'il a légitimé les actes terroristes et des crimes graves commis par la coalition Alliance Fleuve Congo M23. En effet, le refus par lui de dénoncer et de condamner les actes perpétrés par la dite coalition en constitue une preuve et la confirmation de la thèse selon laquelle il est à la base de la création de l'Alliance Fleuve Congo. Et pour des organisations de défense des droits humains comme Human Rights Watch, ce jugement à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila met en évidence le fragile équilibre entre l'obligation de rendre des comptes et la stabilité politique en RDC. Ce procès pour des chefs d'accusation allant de la trahison au crime de guerre avait toutes les caractéristiques d'une vendetta politique menaçant à la fois l'état de droit et l'avenir démocratique du pays. Toujours à propos du mouvement rebelle M23 qui fait ses conséquences de l'autre côté du Burundi, région frontalière avec la RDC, des paysans sont expulsés pour prétexte de lien avec ce mouvement rebelle. Depuis le 21 septembre dernier, plus d'une centaine de familles d'agriculteurs des sous-collines de Kaboya et Mbaza, collines Rukana à l'ouest du Burundi, ont été expulsés de leurs terres. Leurs abris de fortune, construits pour surveiller leurs champs, ont été détruits par les Imbonerakure, membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, CNDD-FDD. L'opération a semé la panique et suscité une vive inquiétude, les cultivateurs dénonçant une manœuvre visant à les priver de leurs récoltes arrivées à maturité. Et voilà, c'est ce que nous mettons en point final à cette tranche de l'actualité à la une. Merci de l'avoir suivi. Aujourd'hui, nous revenons sur une belle nouvelle. À Portland, dans le Maine, dans le nord des États-Unis, le groupe burundais Batimbo United a été reconnu comme Cultural Treasure de la ville. Le 15 septembre dernier, le maire Mac Dion a remis cette distinction à Batimbo United, une reconnaissance historique pour la communauté burundaise. Pour Yves Karubu, c'est une victoire après 8 ans de travail. Alors, le jour où on a été proclamé, d'abord, le sentiment, j'ai eu des frissons. Et puis, autre chose, j'ai senti que je reviens à beaucoup de responsabilités juste à préserver la culture et l'amener à une autre étape. Et on peut se demander qu'est-ce que cette reconnaissance signifie pour vous, personnellement, en tant qu'individu, et pour la communauté burundaise en général. Personnellement, c'est une grande victoire après des années. Aussi pour la communauté en général, ça veut dire que notre culture a une place ici aux États-Unis. Une place, ça signifie? Ça signifie que notre culture a une place parmi les autres cultures qui sont acceptées ici aux États-Unis. En tant que melting pot qui est l'ensemble des cultures, la nôtre aussi a été reconnue comme l'une des cultures qui sont acceptées ici. Vous parlez de reconnaissance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ingoma, pouvez-vous expliquer ce que représente ce tambour dans la culture burundaise? Dans la culture burundaise, l'ingoma, tout d'abord, le concept ingoma, ça veut dire le pouvoir, la puissance. Dans notre culture, l'ingoma, c'est le symbole de l'unité. C'est le symbole de la force. L'UNESCO a reconnu l'ingoma comme patrimoine immatériel de l'humanité. C'était en 2014. Selon vous, pourquoi cette tradition a-t-elle une telle importance au Burundi et au-delà? Merci aussi de la question. Quand notre tambour a été reconnu par l'UNESCO, ça nous a montré exactement que ce n'est plus seulement pour les Burundais. Le tambour est devenu universel, international. Et nous, en tant que tambourinaires, c'était le temps de voir que notre porte était ouverte juste pour aller représenter, être des ambassadeurs de cette culture dans le monde entier. Le jour où vous avez reçu ce certificat, c'était le 15 septembre 2025.
vous, dans une interview ou entretien que vous avez accordé à Mujamba Africa, vous avez dit que l'anglais a été une première barrière. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez surmonté ce défi pour pouvoir partager l'ingoma ici, aux États-Unis, spécifiquement dans le Maine? Justement, comme je l'avais déjà mentionné, l'anglais, c'est devenu comme une barrière, mais qu'on devrait surmonter. Voir où on est venu, c'est trop loin. Expliquer votre culture juste pour faire les gens locaux savoir exactement d'où vous êtes venu, ce que vous faites, ce que représente l'ingoma dans leur langue locale. Ça nous a pris beaucoup d'efforts, mais quand même, on a eu des aides un peu partout, on a pratiqué et après, on a su que notre voix a été entendue. Le jour où notre culture a été reconnue comme patrimoine de la cité, c'est ça le résultat quand même. On peut dire que vos efforts peuvent être aussi considérés comme un sacrifice, mais un sacrifice, bien sûr, inspiré par l'amour que vous portez à l'ingoma? Bien sûr, bien sûr. Nos efforts qui n'étaient pas aussi minimes, je dirais que ça nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a pris beaucoup de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la journée, nos efforts ont été reconnus. Quels ont été les plus grands obstacles rencontrés par Batimbo United depuis sa création en 2016? Depuis la création de Batimbo United en 2016, les obstacles que nous avons rencontrés, premièrement, avoir des places pour les entraînements, ça a été trop difficile. Autre chose, le tambour doit être déplacé. Donc, ici, on ne déplace pas le tambour à n'importe comment. Ce n'est pas comme chez nous. Tu dois avoir un déplacement qui est approprié, qui ne peut pas causer des accidents dans la rue. Et c'est trop contrôlé ici. Ça a été aussi un obstacle. Aussi, motiver les artistes qui travaillent jour et nuit de continuer à préserver cette culture aussi, ça a été une tâche qui n'était pas aussi facile à surmonter. Mais quand même, ça reste toujours comme ça. C'est un combat du jour au jour et le fruit s'annonce bien sûr. Yves, comment expliquez-vous la culture de l'ingoma en public américain qui ne parle pas le Kirundi et n'a pas les mêmes références culturelles? Dans la communauté américaine, premièrement, l'ingoma, c'est de la musique qui s'explique. C'est de la musique qui parle d'elle-même. On est juste là pour accompagner cette histoire qui est juste derrière ce que nous faisons. Parce que l'ingoma, ce n'est pas juste les instruments que nous voyons. On est là juste pour expliquer l'histoire qui se cache derrière ça et on le fait du jour au jour. Toujours, la soirée du 15, vous avez mentionné quelque chose où vous avez dit que même pendant la guerre civile, l'ingoma unissait les Burundais. Pourquoi pensez-vous que ce symbole reste si puissant, même dans la diaspora aujourd'hui? Merci beaucoup de la question. Ça, c'est une question qui vient à moi toujours. Avec l'expérience que nous avons vécue chez nous pendant la guerre, c'est là même où j'ai eu beaucoup de motivation. Quand en tant qu'un élève comme tous les autres, j'ai trop pensé à ça. J'ai trop pensé à ça dans le sens que pendant la guerre, on allait assister aux footballeurs, on allait assister aux différents jeux, aussi de la musique. J'ai vu aussi des militaires, j'ai vu aussi des policiers qui étaient là pour juste garder l'unité nationale. Mais j'ai trouvé que ça n'arrivait pas exactement là où les gens voulaient arriver. Mais avec le tambour,
avec le port des trois couleurs de notre drapeau, du drapeau national. En fait, le tambour s'est venu en première place comme le symbole de l'unité nationale. Parce que là où on jouait le tambour, entre nous, il n'y avait pas d'ethnie. Aussi, les gens qui venaient assister au tambour, c'était toutes les ethnies que nous avons chez nous, aussi les étrangers qui étaient là-bas. Donc moi, c'est ça ce qui m'a trop motivé même de rester dans le tambour et de continuer jusqu'à présent. C'est que autour du tambour, les gens se sentent comme des frères et sœurs. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est mon expérience personnellement. Parce que même pendant la guerre, ce qui était trop difficile pour les gens de se déplacer dans les quartiers, craignant pour ta sécurité. Mais lorsque tu portais le nom d'un tambourineur, tu te sentais vraiment bienvenu dans tous les quartiers. Tu savais très bien lorsque tu vas dans le quartier où c'est différent d'où tu viens, tu vas trouver là-bas des tambourineurs qui vont te traiter comme un frère de la culture. Et aussi, les femmes et les filles qui dansaient avec nous, on les traitait toujours comme nos sœurs. Il n'y avait même pas l'idée de penser qui est ce. Donc, le nom qui nous unissait tous, c'était Umuvuzi w'ingoma. Est-ce que tu as remarqué une évolution de la perception de l'ingoma chez les jeunes burundais de Maine? Est-ce qu'ils s'approprient cette tradition? Merci beaucoup de la question. En revenant sur les barrières qu'on a parlé un peu avant, comme on n'a pas encore une place pour les entraînements, mais quand même, lorsque je parle avec les jeunes les jeunes de la cité, tout le monde me montre vraiment qu'ils veulent adhérer, qu'ils veulent apprendre. Et c'est ça ma préoccupation première. Yves, en 2019, il y a eu des tensions autour de la participation de Batimbo réfugiés à y participer à l'East Africa Got Talent. Comment avez-vous vécu cette polémique et qu'est-ce que cela dit de la place de l'ingoma dans l'identité burundaise? Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que le gouvernement burundais avait bien sûr dénoncé ça, disant que les réfugiés burundais qui se trouvent au Rwanda, des tambourineurs, n'étaient pas autorisés à représenter l'ingoma. À mon avis, le problème qui s'est passé ce temps-là, ça m'a montré exactement que le tambour, c'est à la fois la culture, c'est aussi c'est à la fois politique. Moi-même, j'ai essayé d'analyser où était exactement le problème. Après que le tambour était devenu universel, après juste la reconnaissance du tambour burundais comme le patrimoine de l'UNESCO, d'un côté, moi, j'ai vu aucun problème là-bas. Mais si j'ai essayé aussi de parler avec les différents groupes, lorsqu'on est tambourineur du Burundi, en tant qu'ambassadeur, il y a ce que tu dois respecter, notamment l'habillement, le costume, notamment le tambour que tu joues, ça doit respecter toujours le legs que nous avons. Ça doit respecter toujours le tambour comme ça a été avant, ça doit rester comme ça, même aujourd'hui, et même dans l'avenir, même dans les générations futures. Moi, c'est ça juste que je pourrais dire ça. Sinon, le tambour en tant que le patrimoine de l'UNESCO, c'est universel. C'est que alors, disons, ces tambourineurs réfugiés étaient dans leur plein droit d'aller battre le tambour. À mon avis, si on respecte toujours les règles fondamentales du tambour, on est libre. Parce que étant au Burundi ou bien à l'extérieur du pays, je pense que c'est notre droit de porter la culture, de représenter la culture, c'est notre droit de porter le drapeau national. Il n'y a aucun problème à ça. Mm-hmm. Yves, tu penses que le gouvernement burundais fait assez pour valoriser et protéger
les Batimbo à l'intérieur du Burundi? Je pense oui, mais moi, à mon avis, j'aimerais qu'on amène des améliorations. Notamment ce que nous avons vécu quand on était encore jeune. Je pense que l'État pourrait améliorer juste pour préserver davantage cette culture qui est vraiment quelque chose de considérable dans la vie du pays. Je pense qu'il pourrait s'y intégrer beaucoup en amenant juste des améliorations au sein des tambourinaires. Entre autres, je dirais en favorisant ou bien en amenant le système pour soutenir le tambour, comme on soutient les autres qui représentent le pays. Le tambour aussi, moi, je pense que ça serait un travail génial si on amenait, par exemple, des sponsors. S'il y a un groupe qui s'annonce, qui va naître, je pense que le pays pourrait être le premier à les financer avec les costumes, avec le matériel qu'ils ont besoin juste pour les encourager. Aussi, ils pourraient voir si c'est possible d'amener le système de, je dirais, parce que dans le tambour, c'est fatigant, c'est risquant. Alors, mais lorsque quelque chose comme ça arrive, c'est toi-même qui va s'arranger, c'est ta famille qui va t'amener, qui va savoir comment te faire traiter. Mais je pense que si l'État planifie quelque chose pour aider, comme assurance, ça pourrait juste aider. Mm-hmm. Oui. Toujours le 15, vous avez parlé d'un projet d'académie de Lingoma. Comment imaginez-vous cette école et qu'aimeriez-vous y transmettre? Merci de la question. Ça, c'est un projet que nous avons depuis des années. C'est juste qu'on est en face des barrières comme le financement, les places pour les entraînements. Mais ça, c'est un combat qu'on fait toujours. Mais sinon, si on a l'occasion, si on a la chance de trouver ce que nous avons besoin, très bientôt, on voit l'académie qui va être, je dirais, un acteur moteur dans notre communauté pour enseigner la nouvelle génération à aimer leur culture, aussi à adhérer les gens locaux pour juste les faire savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où on va, bien sûr. Quel rôle la diaspora burundaise peut-elle jouer dans la prévention et la diffusion de cette tradition qui vous est très chère et qui, bien sûr, est reconnue par le monde? La communauté, bien sûr, on a toujours besoin de... D'abord, dans le sens que on expose toujours les barrières que nous avons pour arriver juste à ce projet. La communauté est là juste pour je dirais, pour nous aider à ceux qui sont capables. Notamment, nous avons besoin de financement, nous avons besoin des idées, nous avons besoin je dirais, des accompagnements toujours. Parce que chez nous, on dit on ne se suffit jamais. Mm-hmm. On a besoin toujours des gens qui sont derrière toi, soit en t'accompagnant matériellement ou bien physiquement même. Donc, la communauté burundaise ici a le rôle très, très, très important dans notre parcours. Mm-hmm. Dans ce parcours, bien sûr, comment voyez-vous l'avenir de Batimbo United dans 10 ou 20 ans? Merci beaucoup de la question. Batimbo United, bien sûr, dans 10 ans ou 20 ans, je vois une grande académie. Je vois la nouvelle génération qui va représenter la culture après que nous, on sera fatigués. Je vois une grande école combinée de beaucoup de choses, combinée de beaucoup d'apprentissage, dans le sens que
comment ça fonctionne le tambour, comment on joue le tambour, comment chanter nos chansons, qu'est-ce que ça veut dire réellement les chansons qu'on amène dans le tambour. Là, je peux spécifier un peu, comme on chante toujours l'unité, on chante toujours la motivation du jour au jour, on chante la beauté de notre pays. Ouais, c'est ça en fait l'académie qu'on rêve très bientôt. Vous parlez de l'unité, vous parlez de l'image du Burundi, de la beauté du Burundi. Bien sûr, pensez-vous que cette reconnaissance que vous avez eue va vraiment changer l'image des Burundais ici dans le Maine, même dans d'autres États des États-Unis? Bien sûr, le certificat que nous avons reçu, je dirais que c'est un grand symbole de reconnaissance. Donc, ça veut dire que ce que vous faites ici, c'est quelque chose de très important dans notre province, dans notre cité. Aussi, c'est quelque chose, votre culture est représentée, est acceptée dans tous les États-Unis, dans toute l'Amérique du Nord et dans le reste du monde, bien sûr. Yves, en tant que cofondateur, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à battre le tambour et à enseigner cette tradition? Nous savons que ce n'est pas facile, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de gens ici, on travaille jour et nuit. Notre motivation est venue d'où la signification elle-même de ce que nous faisons. Donc, on chante l'unité, on chante la motivation, on chante la beauté d'où nous sommes venus. Aujourd'hui, on est basé à Maine. On représente Maine, on chante la beauté de Maine partout où nous allons. Donc, notre motivation provient de toutes ces tâches qui nous sont appropriées. Maintenant, quel message aimeriez-vous transmettre aux Burundais de la diaspora, mais aussi à vos compatriotes restés au pays à travers l'Ingoma? Le message est trop court, mais beaucoup signifiant. Gardons le tambour jalousement. Parce que le tambour, ça représente à la fois le pays, à la fois le tambour représente notre culture, c'est notre identité. Donc, mon message, c'est que le tambour doit être protégé, doit être gardé jalousement. Yves Karubu, merci beaucoup pour ce moment que vous avez accordé à Mjamba Africa, mais également, encore une fois, félicitations pour cette reconnaissance. Merci beaucoup à vous et merci encore pour votre travail qui n'est pas aussi facile. En fait, ce que nous faisons sans vous, c'est comme si on travaille seul. Mais nous et vous, notre projet se fait entendre pas seulement ici à Maine, mais un peu partout. Merci de votre travail aussi. C'est moi qui vous remercie. Les Ingoma, tambours traditionnels du Burundi, symbolisent l'unité nationale et restent un lien fort pour les Burundais partout dans le monde. Depuis 2016, Batimbo United fait connaître cette tradition aux États-Unis à travers des ateliers, des spectacles et des événements. Merci d'avoir écouté Bonjour Maine. À très bientôt pour d'autres histoires de notre diaspora et des populations immigrantes. Félicitons Batimbo United et son fondateur Yves Karubu pour cette reconnaissance et pour leur travail remarquable de préservation et de promotion de la culture burundaise. Les tambours traditionnels du Burundi, appelés Ngoma, sont bien plus qu'un instrument de musique. En 2014, l'UNESCO les a inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ils symbolisent la royauté, la fertilité et surtout l'unité nationale. On se quitte sur le rythme du battement de Batimbo United.